Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Depuis déjà l'année dernière, on avait parlé de pas mal de choses, d'intelligence artificielle, de plein de trucs géniaux. On appelle ça les moonshots maintenant, donc il faut viser la Lune pour qu'on ait au moins la Terre. Donc je vais essayer de vous présenter quelques résultats du plan d'accélération industrielle et en quoi est-ce que ces résultats s'inscrivent dans cette transition digitale qu'on appelle tous de nos voeux, mais qui en réalité c'est pas un objet du futur, c'est quelque chose d'aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la première chose, c'est la définition de l'excellence industrielle évolue avec le temps. Et pour essayer de comprendre où se situe le Maroc dans ces changements tectoniques, on va essayer de revoir les différentes étapes et qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas encore réussi à faire. Il faut être clair et lucide, parce qu'un bon état des lieux permettra d'avancer. Alors, l'excellence industrielle, pendant très longtemps, ça a été le Fordisme. Henry Ford, c'est simplement de dire on va faire la chasse aux effets de volume. On va chercher des effets d'échelle. Et ça, c'est intéressant parce qu'au Maroc, on a réussi, en tout cas dans le secteur manufacturier et par exemple dans l'automobile ou l'aéronautique, on a réussi à offrir aux investisseurs quelque chose qu'ils recherchent beaucoup, qui s'appelle le volume et l'échelle. Vous voyez qu'en Afrique, le produit intérieur brut de tous les pays africains, c'est équivalent à une fois le produit intérieur brut de l'Allemagne. Donc c'est comme si vous preniez le PIB de l'Allemagne et que vous le divisiez en 55 pays. C'est ça le problème, c'est la fragmentation. Donc l'investisseur, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche l'effet d'échelle. Cet article du Wall Street Journal faisait remarquer justement que les pays d'Afrique du Nord avaient réussi justement ce passage à l'échelle, et notamment dans l'industrie automobile. Alors le Wall Street Journal dit que il constate que le Maroc a déjà produit plus de voitures que l'Afrique du Sud, ce qui est une bonne nouvelle, et qu'on va bientôt en produire plus que l'Italie. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Bonne nouvelle, anti-fragmentation, volume, économie d'échelle. Et on est dans le Fordisme. Les résultats des exportations industrielles, on voit qu'on a augmenté de 34% depuis 3 ans, et c'est un résultat important. L'augmentation pour 2018 est de 18% uniquement pour le secteur automobile. Donc ça vous montre que ça y est, on commence à avoir une base, une assiette manufacturière qui devient intéressante pour les players mondiaux. Et tout ça uniquement avec une seule usine qui produit. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, tout ça, c'est juste Renault à Tanger, enfin, Tanger et Casa. PSA va entrer en production dans quelques mois, en 2019. On va encore passer une étape. Et puis BYD, la convention d'investissement va être signée avec BYD, qui va permettre d'avoir un 3e OEM et les 4e, 5e, etc. J'étais en Corée du Sud il y a 3 jours et j'avais des équipementiers coréens qui me disaient « Ah, vous savez, tel OEM m'a dit qu'il serait le 4e OEM au Maroc. » Je disais « Ah bon, ben, on verra. » Donc le rendez-vous, il est pris. Donc le défi de l'échelle et du Fordisme, j'allais dire, il n'est pas derrière nous, mais on est déjà bien parti. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui a été la vraie spécificité du PAI, qu'est-ce qui a changé depuis 2014, et pourquoi est-ce que ce changement a commencé à se voir dès 2016 dans les chiffres, et on va y revenir tout à l'heure. Vous voyez là, ce sont les exportations uniquement du secteur automobile. On est à 100 milliards de dirhams d'exportation en 2020, et vous savez que Monsieur le ministre LMI a fixé l'objectif de doubler, c'est-à-dire 200 milliards de dirhams d'exportation à l'horizon 2025. Pourquoi je vous montre ce graphique? Parce que c'est intéressant de voir le rapport coût-bénéfice. Qu'est-ce qu'on a investi dans tout ça? Le PAI, qu'est-ce que c'est? Le PAI, c'est simplement un fonds de 2 milliards d'euros, qui s'appelle le Fonds de développement industriel et des investissements, donc le FDI. On a misé 2 milliards, et qu'est-ce qu'on a en retour? En retour, on a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. 7 fois le FDI d'ici à 2020, si vous faites le calcul. En termes de valeur ajoutée qui est restée sur le territoire marocain. Là, j'ai pris les exportations que j'ai multipliées par le taux d'intégration. On est à 55% d'intégration en 2017, objectif 65% pour Renault. PSA va démarrer à 65% et va aller à 85% avec les 20% qui manquent, c'est la fabrication du moteur. C'est la première fois que le moteur va être fabriqué en dehors de l'Hexagone. Donc ça vous montre qu'on a misé 1 fois le FDI et on va récupérer 7 fois le FDI. C'est une opération très rentable. Pourquoi est-ce qu'elle est rentable? Parce que simplement on a réussi à approfondir les écosystèmes. Et là vous voyez qu'on peut fabriquer jusqu'à 55%, ça c'est le chiffre 2017, mais on va aller bientôt à 85% et on peut tout fabriquer. Vous savez que 25% du câblage dans l'industrie automobile européenne est fait au Maroc. Donc ça devient très intéressant du point de vue du Fordisme. Je reviens toujours à qu'est-ce que c'est que l'excellence industrielle selon Henry Ford.
Vous voyez que l'évolution de la valeur ajoutée est corroborée par les chiffres de la Banque africaine de développement qui montrent que entre 2014 et 2017, on a eu plus 16% de valeur ajoutée, contrairement aux autres pays d'Afrique. Il y a un pays qui manque là, dans ce graphique, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie aussi a eu une évolution positive, moins que le Maroc, mais quand même positive. Donc il y a, dans ce grand mouvement de l'industrie légère qui quitte la Chine et qui se retrouve en Afrique, vous avez le Maroc, l'Éthiopie et un certain nombre d'autres pays qui sont à l'avant-garde. Toujours à cause des économies d'échelle et des volumes. La valeur ajoutée ici, toujours cohérent avec ce qu'a dit la Banque africaine de développement, c'est-à-dire plus 15% sur 3 ans. Et on passe à l'étape suivante. Après Henry Ford, il y a quoi? Après Henry Ford, il y a ce monsieur extraordinaire qui s'appelle Kirishiro Toyoda, qui est le fondateur de Toyota. Et ce monsieur a révolutionné l'industrie automobile et l'industrie en règle générale, parce qu'il a posé des nouveaux principes. Il a dit l'excellence, c'est de faire la chasse au gaspillage. Je ne veux plus gaspiller de matière, je ne veux plus gaspiller de temps, et il faut qu'on fasse du lean management, c'est-à-dire que la matière doit toujours être en mouvement. Et ça c'est un peu le slogan de Amazon. Je ne sais pas si vous suivez un peu Amazon, mais Amazon dit que le colis doit toujours être en mouvement. Et c'est la même chose. Dans l'industrie, Toyota avait compris qu'il faut que la matière soit tout le temps en mouvement. Si elle s'arrête à un moment donné, ça veut dire que c'est un simili-stock. Donc dans ce nouveau paradigme de l'excellence industrielle selon Toyota, le Maroc a aussi fait un certain nombre de progrès. On n'est pas encore un pays best practice, hein, mais on commence. Et notamment en 2011, quand Sa Majesté a inauguré l'Institut INMA, ce qui est très intéressant, jusqu'à 2017, il a accompagné 340 PME en leur permettant justement à l'issue de ce programme de développer leur productivité de plus 40% en règle générale. 40% c'est pour le secteur automobile, mais il y a d'autres chiffres pour chaque secteur. Et donc l'idée c'est qu'il faut qu'on double la mise là-dessus, sur le lean management. Ne serait-ce que pour rattraper ce nouvel esprit du toyotisme. Le monde est rentré dans le toyotisme il y a, dès les années 80-90, donc ça y est, c'était fini. Ils étaient déjà à plateau. Donc nous on commence. On a bien avancé sur le Fordisme. On commence sur le toyotisme, et je peux vous assurer par exemple que l'usine Renault de Tanger est à la pointe, c'est une des usines les plus rentables du groupe Renault dans le monde. Hein. L'usine Somaca à Casablanca aussi, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Moi, un de mes meilleurs amis avait fait son stage à la Somaca il y a 15 ans, et on en parlait ensemble comme en disant oh, c'est une catastrophe, l'industrie, oh là là. Et voilà, aujourd'hui la Somaca, Renault a redoublé la mise sur la Somaca, va augmenter la production à, je crois que c'est 150 000 véhicules, quelque chose comme ça. Donc il se passe quelque chose du point de vue du toyotisme, et il faut encore qu'on fasse des progrès pour aider les entreprises à aller vers cette excellence industrielle. Notamment, on n'a pas suffisamment de ceinture noire en lean management au Maroc, et il y a un certain nombre d'autres choses qui entrent en compte, par exemple les normes, et vous avez vu que Imanor a fait son bilan il y a quelques jours, a dit qu'on avait produit 1100 normes en 2017, donc c'est intéressant et on progresse. Alors, ce qu'a compris Toyota aussi, c'est que qu'une usine, c'est pas un endroit où on fabrique des voitures. Avant d'être un endroit où on fabrique des voitures, une usine, c'est d'abord un endroit où on forme des hommes. Et ces hommes qu'on a formés, c'est eux qui fabriquent les voitures. Et les Japonais ont compris ça très longtemps, c'est qu'une usine, c'est d'abord une école. Tout simplement. C'est une école. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, au Maroc, le premier employeur du secteur privé, c'est une entreprise japonaise, c'est Sumitomo Electric. Et il y en a d'autres. Hein. Les Japonais ont créé un peu moins de 50 000 emplois au Maroc, dont la majorité dans le secteur manufacturier. Donc et qu'est-ce qu'ils vous disent, les investisseurs japonais? Ils vous disent les Marocains sont très compatibles avec la logique du monozukuri hitorizukuri, c'est-à-dire que le fait de faire de l'usine une école avant d'être une fabrique à voitures. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire que non seulement on est capable, mais en plus le Maroc fait un vrai pari sur le capital humain. Là, vous avez dans ce tableau les prévisions de besoins de formation de tous les écosystèmes industriels d'ici à 2020, et on a les chiffres non seulement par secteur, mais également par région, mais également par type de formation. C'est-à-dire on sait exactement le nombre d'ingénieurs, d'opérateurs, de techniciens qu'il faut dans chaque écosystème, dans chaque région. Donc par exemple, les étudiants qui cherchent à s'orienter professionnellement peuvent regarder ce tableau et dire ok, moi je serai diplômé dans 3 ans, dans ma région, il y a besoin de 44 ingénieurs dans le secteur textile par exemple. Donc je peux commencer à utiliser cette information. C'est un travail d'enquête qu'on a fait auprès de toutes les industries manufacturières qui sont liées le ministère, et ça vous montre qu'on parie sur la formation de 500 000 personnes pour tous les écosystèmes industriels.
Alors, on va regarder plus précisément l'exemple de l'automobile, qui est un secteur qui ouvre la voie dans le domaine de l'industrie mondiale. Vous voyez cette étude, ce sont des chercheurs qui se sont amusés à éplucher. Ils ont pris 22 sites d'emploi au Maroc. Et ils ont épluché toutes les annonces d'emploi dans le secteur automobile sur ces 22 sites d'emploi pendant toute l'année 2017, pour comprendre quels sont les types de besoins exprimés par les entreprises. Et vous voyez que 86% des contrats proposés étaient des contrats à durée indéterminée, et 84% étaient rémunérés entre 4 000 et 8 000 dirhams, ce qui est bien au-delà du salaire médian, comme vous le savez, au Maroc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le secteur automobile a produit des emplois de bonne qualité, et que, quelque part, on commence à monter sur la chaîne de la valeur ajoutée, et notamment de la diversification et de l'encadrement. Ce graphique est intéressant. Vous voyez que le taux d'encadrement dans l'industrie manufacturière au Maroc a augmenté de moitié depuis 20 ans. Donc là, aujourd'hui, on est à un peu moins de 14% d'encadrement, sachant que dans l'économie générale au Maroc, le taux d'encadrement, selon le HCP, est plutôt entre 7 et 8%. Plutôt 8%. Donc on est quasiment au double pour le secteur de l'industrie manufacturière, ce qui est intéressant. Ça vous montre que pourquoi est-ce qu'on veut absolument faire de l'industrie? Ce n'est pas pour les beaux yeux de l'industrie ou parce que c'est du physique. C'est simplement parce que l'industrie a un effet d'entraînement sur tout le reste. Et c'est dans l'industrie que vous allez créer la diversification. Et vous ne pourrez pas avoir une économie tertiaire tant que vous n'aurez pas une économie secondaire, c'est-à-dire industrielle. Et c'est un passage obligé. Et l'idée du leapfrog, vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a des consultants, des gens comme ça qui disent l'Afrique n'a aucun avenir industriel. Voilà, ils ont décidé, l'Afrique n'a aucun avenir industriel, circuler, il n'y a rien à voir. Vous allez faire de l'offshoring et des centres d'appel, et on vous appellera quand on fera la prochaine révolution. Ben, je ne crois pas. Et le graphe que je vous ai montré tout à l'heure sur le Maroc, l'Éthiopie et les autres pays montre qu'il y a vraiment un potentiel pour le faire. Vous savez, au Maroc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est ni un pays pauvre à la masse, ni un pays riche à l'aise. On est exactement entre les deux. Donc on a le pire des deux mondes. Mais en même temps, on a le meilleur des deux mondes. On arrive à faire des usines ultra compétitives, notamment par exemple PSA, parce qu'on a de la compétitivité salaire, mais aussi on arrive à ce que les voitures qui seront fabriquées par l'usine PSA seront 100% designées par des ingénieurs marocains. On fait de la R&D. Il y a des milliers d'emplois de R&D et d'engineering qui sont créés dans l'aéronautique, dans l'automobile. Au moins dans l'automobile, je peux citer au moins 2000-2500 ingénieurs qui sont employés par Altran et les autres. Donc c'est très intéressant, on est assis le cul entre deux chaises, mais quelque part c'est une opportunité. Alors il faut essayer de commencer à travailler là-dessus et je vais vous montrer comment. Là vous avez, selon le Conseil supérieur de l'éducation, vous avez les effectifs de recherche et développement dans les entreprises au Maroc. Et aujourd'hui, 2018, on est à peu près à 10 000. Il y a à peu près 10 000 personnes au Maroc qui travaillent dans la R&D dans les entreprises. Donc ce n'est pas de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée. Et ça, c'est une opportunité majeure, parce que vous voyez que la projection est que ce chiffre soit multiplié par 6 d'ici à 2030. Donc quand vous aurez 60 000 Marocains qui travaillent dans les entreprises en faisant de la R&D, la plupart du temps c'est dans l'industrie manufacturière, vous avez un vrai atout qu'il faut cultiver. Vous savez aussi que selon l'OCDE, et ça c'est l'OCDE qui cite des chiffres de la Banque mondiale, d'une enquête de la Banque mondiale en 2017, qui montre que les entreprises marocaines innovent plus que les entreprises turques du point de vue du produit et du service. Et pareil, le ratio d'innovation sur les méthodes de production est supérieur pour les entreprises marocaines vis-à-vis des entreprises polonaises, par exemple. Donc on ne part pas de nulle part. On a un vrai positionnement, quelques atouts qu'il va falloir commencer à essayer de connecter, sortir de l'insularité, essayer de faire une stratégie un petit peu transversale. Alors, les résultats, c'est que, comme je vous disais, dans l'ère du toyotisme, la seule porte d'entrée du toyotisme, c'est le capital humain. Quand on aura compris qu'une usine, c'est une école, on aura avancé. Et quand je dis capital humain, on regarde les créations d'emplois. Vous avez vu que les créations d'emplois manufacturiers, entre 2000, sur la décennie qui a abouti à l'année 2014, on était environ à moins de 8000 créations d'emplois manufacturiers par an. En 2015, on était à la moitié, on était à 4000. 2016, on est monté à 33 000. Et 2017, avec une croissance de plus 40%, on est à 46 000 emplois manufacturiers. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que les chiffres, la stratégie qui a commencé en 2014
le PAI donc, a commencé à donner ses premiers résultats en 2016. Alors pourquoi cet écart de 2 ans? Simplement parce que, je vous donne un exemple, entre le moment où un investisseur ou un équipementier décide de faire un investissement et qui signe la convention d'investissement, et le moment où cet investissement produit son premier rétroviseur ou sa première voiture, ou etc., il peut se passer entre 18 mois et 24 mois. C'est simplement la mise en place de l'usine déjà. Donc quand vous avez un plan d'accélération industrielle qui commence en 2014 et qu'on voit les premiers résultats sur les chiffres en 2016, on sait qu'il y a une vraie dynamique qui se passe derrière. C'est peut-être pas suffisant, mais je pense que le taux de croissance de plus de 40% indique bien sur quel chemin et quelle est la pontification du chemin de croissance qu'on est en train d'emprunter. Alors là, vous avez le détail par secteur hein, sur les 3 dernières années pour les créations. Vous voyez que l'automobile a créé presque 100 000 emplois. Hein. Si j'inclus 2018, on est plutôt autour de 100 000 emplois pour l'industrie automobile. Et ça, bien sûr, ce sont des chiffres qu'on a croisés avec les bases de données de la CNSS et celles de la DGI et de l'Office d'échange. Donc ce sont des chiffres sur lesquels on s'est mis d'accord. Et vous voyez que les créations nettes sont autour de 80 000 pour ces 3 années-là. Et maintenant, ça nous amène à la 3e ère. La 3e ère, après le Fordisme, après le Toyotisme, le Teslisme. Alors le Teslisme, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de dire, là où les Toyotistes faisaient la chasse au gaspillage, nous on va faire la chasse aux données qui ne sont pas exploitées et aux silos. Et parmi les silos, je ne vous apprends rien, il y a l'IT. L'IT, c'est le plus grand de tous les silos. Et donc l'idée d'Elon Musk, c'est de dire, parce qu'on parle tout le temps de transition digitale, donc ça nous donne l'impression qu'on va passer de l'industrie au digital. Et en réalité, c'est contre-intuitif, mais c'est faux, c'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en train d'aller du digital et de revenir vers le manufacturier. Et c'est ça que fait Elon Musk. Il dit, moi, mon usine, moi je suis un geek, je suis pas Henry Ford, je suis pas un passionné de mécanique, moi je suis un geek. Donc je veux que mon usine, elle travaille comme mon unité centrale, je veux que ça soit comme un ordinateur. Donc quand je produis une voiture dans cette usine que vous voyez là, je veux que tout soit automatisé, je veux que je puisse la mettre à jour à distance, je veux, etc., etc. Mon usine, elle doit s'adapter à moi, comme moi, j'adaptais mon PC ou l'unité centrale de mon PC en allant chez les Taïwanais du coin et en achetant des pièces et en les remplaçant. Donc c'est ça son idée. Il est allé un peu loin, parce que je ne sais pas si vous aviez vu ce tweet d'Elon Musk où il avait expliqué qu'effectivement il avait été un peu vite en besogne en squeezant l'élément humain et en misant sur le 100% automatique. Et il est revenu un peu là-dessus en disant, bon, effectivement, il ne faut pas trop... En fait, il y a toujours un humain dans la boucle. Il faut toujours qu'il y ait un humain dans la boucle, et ça, on l'avait constaté avec des investisseurs chinois notamment, qui nous disaient qu'ils en étaient revenus justement du modèle avec zéro humain. Et que c'est la revanche du toyotisme, c'est la revanche du capital humain. Donc c'est comme ça, ce sont des cycles, et on va toujours évoluer selon ces cycles. Alors, Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait? Tesla, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent les voitures comme des ordinateurs. Donc ils veulent que la voiture se mette à jour comme un iPhone ou un smartphone. La conséquence, c'est qu'il faut que, comme je vous ai dit, c'est l'usine qui s'adapte au digital. Il veut que son usine soit modulaire et qu'elle s'adapte justement à ces problèmes. Donc il faut que l'usine devienne un lieu d'apprentissage agile et qu'elle puisse s'adapter et régler les problèmes rapidement. Alors au Maroc, pourquoi est-ce qu'on va commencer à essayer de gérer ce virage vers le digital? Et comme je vous ai dit, du point de vue du Fordisme, c'est-à-dire des économies d'échelle, on a déjà quelques résultats qui sont bons, qui sont reconnus. Si on arrive à être dans le top 12, top 10, top 8 des producteurs mondiaux d'automobiles, on a une vraie assiette, une vraie échelle et du volume à offrir aux investisseurs. Et ensuite, sur le toyotisme, on a commencé sur le pari sur le capital humain, etc. Et maintenant, il va falloir voir comment est-ce que les synergies peuvent être adaptées entre la stratégie digitale et le plan d'accélération industrielle. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, par l'infrastructure, et en particulier le plan haut débit et très haut débit de la NRT, qui va être renforcé. On est en train de travailler dessus. Et l'idée, ça va être de dire qu'on va commencer le réaménagement des bandes de fréquences pour faire de la place à la 5G. Et comme vous savez, la 5G, c'est une avancée essentiellement pour l'Internet des objets. Je dis essentiellement parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire quels usages on va faire de cet Internet des objets grâce à la 5G. Personne n'est capable de savoir puisqu'on n'a jamais fait, ça n'est jamais arrivé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu autant de données disponibles et autant d'objets connectés disponibles. Donc c'est ça le défi qu'il va falloir remporter. Il ne suffira pas de faire de l'infrastructure, hein, je vous préviens tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on aura fait le plan haut débit et très haut débit de la NRT qu'on va s'en sortir.
L'objectif d'Elon Musk, pour essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver dans l'industrie automobile mondiale, c'est que lui, son objectif, c'est de faire une plateforme de connexion entre les voitures électriques de façon à ce qu'elles partagent l'énergie. Alors ça, c'est une vision très, très, très macro, mais c'est ça qui le guide. Et quand vous voyez que Tesla a 16 000 employés aujourd'hui, alors moi c'est intéressant, j'ai cherché à faire la comparaison pour savoir qu'est-ce que ça donnait. Vous savez que Tesla ne produit pas ses batteries électriques, donc ils les prennent de chez Panasonic et d'autres fournisseurs, donc c'est une petite entreprise hein, quelque part. Quand on compare avec BYD, que vous connaissez certainement, BYD a 16 000 chercheurs, c'est-à-dire 16 000 c'est l'effectif du département R&D de BYD. BYD a plus de 220 000 employés dans le monde, et donc pourquoi j'ai fait cette comparaison, c'est pour vous dire que il y a des acteurs encore plus gros que Tesla qui sont sur le même gâteau. Et BYD, je rappelle que c'est Build Your Dreams, c'est le plus grand fabricant de véhicules électriques au monde qui est chinois basé à Shenzhen. Et l'idée c'est que BYD cherche à tout électrifier. Donc leur défi c'est de dire Electrify Everything, c'est-à-dire qu'on va partir des batteries des téléphones portables et on va aller vers les batteries des voitures. Et ces voitures, quand elles seront dans tous les foyers, dans toutes les administrations publiques, on va connecter la batterie avec les foyers et les administrations publiques pour que les gens n'aient plus besoin de consommer leur électricité sur la grille ON2E, ou la LIDEC ou la autre, et qu'ils puissent directement dans leur batterie. Donc ça change totalement, c'est une disruption qui n'est pas que automobile. Et c'est un peu ce pari que le Maroc va faire. Alors, vous voyez que d'un côté, vous avez Elon Musk, et de l'autre côté, Warren Buffett qui mise sur BYD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Electrify Everything? Ça veut dire qu'au Maroc, si jamais on réussissait à faire en sorte que 10% du parc automobile soit électrique, on pourrait économiser 30 millions de tonnes de CO2. Donc c'est intéressant. On verra l'évolution du cours du CO2 d'ici là, mais c'est intéressant et le secteur du transport, vous savez, contribue à 23% des émissions. Donc quand le Maroc a dit, alors ça c'est aujourd'hui, en 2018, on a 37% de notre énergie qui est d'origine renouvelable. Mais l'objectif c'est de passer à 52%, qui a été réaffirmé il y a quelques semaines par Sa Majesté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on affiche l'objectif d'aller à 52% d'énergie, ça veut dire que quand vous aurez une voiture électrique au Maroc qui roulera, 52% de son électricité sera propre. Et je suppose que c'est ça qui a motivé BYD à faire le pari d'un pays comme le Maroc, qui a déjà réussi à monter sur les 2 premières marches du Fordisme, qui a commencé à mettre le pied sur la première marche du Toyotisme, et qui s'aventure à un moment donné sur les terres du Teslisme avec BYD, avec les usines Renault et PSA qui sont parfaitement adaptables. Vous savez que PSA, par exemple, la Qnitra, a choisi une solution de dual track, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent switcher en véhicule électrique ou véhicule hybride rechargeable. Donc c'est intéressant. C'est ça, quand les OEM montrent le chemin et le cap, tous les équipementiers doivent suivre. Donc vous savez que quand vous allez, avant, dans le monde, disons, du toyotisme, le système IT d'une usine, c'était comme un squelette. Comme un exosquelette. C'est un squelette en dehors de la production et qui aide à gérer la production. Et vous voyez qu'avec Tesla et Elon Musk, on va passer du squelette au système nerveux. Et système nerveux, ça veut dire qu'en temps réel, votre client va pouvoir se renseigner sur la Tesla qu'il a commandée et en temps réel modifier un réglage ou là une couleur ou là une feature qu'il y a sur son tableau de bord et savoir exactement où est-ce qu'elle est sa voiture. Et ça, quand je vous dis ça pour l'automobile, c'est valable pour l'agro-industrie. Si vous commandez des fruits et légumes, qu'on vous dise exactement à quel moment ils sont. Si vous allez acheter du yaourt, vous allez savoir exactement où en est ce yaourt, quelle est sa traçabilité. Vous allez pouvoir consommer un yaourt et savoir dans quelle région était la vache qui a produit le lait. Donc ces enjeux de traçabilité, de transparence, de partage de l'information de l'intérieur du floor de l'usine vers l'extérieur, que ce soit vers les fournisseurs, les clients ou les pouvoirs publics, c'est très 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 important, ce sont des évolutions qui vont marquer le futur du Maroc. Je vous rappelle aussi que BYD est un des plus grands consommateurs ou promoteurs de la technologie des batteries électriques au phosphate, cobalt et lithium. Donc ça c'est intéressant parce que ça, vous voyez qu'ici cette carte de Bloomberg montre que le Maroc a des ressources en cobalt de premier grade, c'est-à-dire plus pur que le cobalt que vous trouvez en République démocratique du Congo, avec les problèmes de droits d'homme et de guerre en moins.
Donc il y a une opportunité au Maroc de vraiment intégrer verticalement la chaîne de valeur automobile en partant de la batterie électrique vers le renouvelable, vers l'automobile électrique, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on fait, j'ai presque fini, qu'est-ce qu'on fait en ce moment justement pour créer cette convergence entre la stratégie digitale et le plan d'accélération industrielle, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui? D'abord, la première chose qui va être faite, c'est la réforme de la charte d'investissement. Vous savez que dans l'écosystème de l'investissement, vous avez le hardware et le software. Le hardware, c'est la réforme des centres régionaux d'investissement, la charte de déconcentration qui permet de raccourcir le circuit entre le pouvoir de signature des autorisations et la réalité des investisseurs sur le terrain. Donc au lieu de faire signer leurs autorisations à Rabat, ils vont les faire signer dans leur région, ce qui va raccourcir le circuit. Et bien sûr la régionalisation avancée qui est en train d'être mise en place, et surtout les budgets qui vont aller aux régions, qui vont leur permettre justement d'inciter les entreprises à s'inscrire dans leurs plans de développement régionaux. Donc ça c'est pour le hardware. Pour le software, il y a la réforme de la charte de l'investissement. C'est l'OS. C'est l'OS qui indique à tous les capitalistes marocains, à tous les agents économiques marocains, voilà les secteurs prioritaires, voilà les écosystèmes prioritaires, voilà le type d'incitation qu'on peut vous aider, quelles sont nos priorités. Aujourd'hui, les priorités, quand on regarde la charte le code d'investissement de 1995, je rappelle que la charte d'investissement a été signée en 1995 au mois d'octobre. La première connexion ADSL au Maroc, dans l'histoire du Maroc, c'était en novembre 1995, donc un mois avant. C'était un autre monde. Un autre monde. Les priorités de la charte de 1995, c'était l'agriculture, qui était défiscalisée depuis 1984 à 2014, ensuite le tourisme, évidemment, et l'immobilier, notamment l'immobilier social, parce qu'il y avait un déficit en logement d'1 million, etc. Donc ça, c'était les trois priorités. Qu'est-ce qu'on va rajouter à ces trois priorités-là? On va rajouter l'industrie, évidemment, le digital et l'entrepreneuriat. Industrie, digital, entrepreneuriat. C'est les trois nouvelles priorités qu'on va ajouter. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis Industrie 4.0, parce qu'il va y avoir des éléments justement dans la nouvelle charte pour encourager les entreprises marocaines, et en particulier les PME, à digitaliser à rentrer dans le teslisme, je vais le dire comme ça. Ensuite, l'intelligence artificielle et le big data. Ça, vous n'irez nulle part si vous n'avez pas de data. Et le problème de la data au Maroc, c'est qu'on a très peu, culturellement, on n'a pas l'habitude d'échanger les données, public-public, privé-privé et public-privé. Donc c'est un problème qu'il va falloir commencer à adresser. Et on commence déjà dans la charte, et dans les prochaines années, la mise en œuvre de la loi sur l'accès du citoyen à l'information va justement devoir faire appel à la société civile et au secteur privé, aux fédérations professionnelles, pour qu'on essaye de tirer l'application de cette loi vers des choses qui nous permettent de faire des nouveaux modèles économiques. Quand je dis nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire que si vous voulez partager de la data, même si vous êtes une banque, même si votre client vous autorise à partager ces données, vous n'allez pas vouloir le faire parce que vous avez peur. Vous avez peur, vous n'êtes pas protégé, il y a des risques dans le partage, etc. C'est un peu compliqué. Il faut un tiers de confiance qui puisse standardiser ces échanges de données entre le public, le privé et le public-privé, standardiser, anonymiser les données pour protéger le citoyen, le consommateur de ces banques ou de ces télécoms, et faire en sorte que le niveau d'anonymisation et d'agrégation de ces données soit suffisamment bas pour autoriser des nouveaux modèles de développement, c'est-à-dire des nouveaux modèles d'affaires pour les startups qui vont exploiter ces données, mais en même temps qu'ils soient suffisamment hauts pour qu'il n'y ait pas de problème justement de privacy et de confidentialité, etc. Donc le chantier Open Data est très important. Ensuite, l'écosystème mobilité durable, ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la jonction entre la politique industrielle et la politique de l'énergie renouvelable qui est faite par le Maroc. Je vous rappelle que l'énergie renouvelable, c'est pas une lubie qui est arrivée il y a 10 ans. Hein. Au Maroc, on fait de l'énergie renouvelable depuis la politique des barrages de Sa Majesté Hassan II dans les années 80, même avant les années 80. Donc le positionnement renouvelable, durable du Maroc, il est très très ancien. Et je crois que c'est ça que les investisseurs, notamment BYD, ont vu. Ils ont compris qu'il y avait un vrai pari de très long terme sur ce sujet-là. Et puis l'open innovation, ça veut dire il faut qu'on fasse en sorte qu'on mette en place les éléments nécessaires, que ce soit réglementaire, législatif ou autre, pour permettre aux startups et aux grandes entreprises industrielles de travailler ensemble. Et ça c'est très important parce que ça permettra, si on veut passer au teslisme, on n'a pas le choix, donc c'est réglé.
Alors pour la feuille de route de l'Agence du développement digital, il y a 3 éléments que je voulais rappeler. Le premier, c'est le plan haut débit et trop haut débit dont on a parlé tout à l'heure, sur la 5G et l'Internet des objets. Le deuxième, c'est la Smart Factory, que le conseil d'administration de l'ADD a voté et qu'il a voulu orienter vers les besoins des PME. Et donc là, le ministère ou l'agence a lancé une étude, une enquête d'expression de besoins pour comprendre exactement où en sont les entreprises, les PME marocaines en termes de digitalisation, quels sont leurs besoins exacts. C'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les résultats, mais en mieux. Donc, juste après, vous verrez l'adresse et je vous invite à répondre. On a reçu déjà une centaine de réponses et j'espère que vous allez noter l'adresse. Préparez-vous vos stylos parce qu'elle est un peu compliquée, c'est un google.gl, etc. Donc, préparez vos stylos pour noter l'adresse et répondre à l'enquête. Et évidemment, Génération Digitale. Et là, c'est un clin d'œil à la PEBI parce que Génération Digitale, au départ, c'est un des chantiers de l'ADD qui avait été prévu pour former 40 000 jeunes au skill digital. Et maintenant, on va passer cet objectif à 500 000. Et donc, la PEBI travaille avec l'Agence digitale et le ministère justement pour arrêter un plan, une feuille de route de formation de ces 500 000 jeunes. Et je vous rappelle que le capital humain, c'est la base du toyotisme. Donc avant de faire le teslisme, il faut qu'on termine le toyotisme. Donc c'est hyper important, sinon on n'ira nulle part. Voilà, je vous remercie. Voici l'adresse si vous voulez répondre au nom de votre entreprise. C'est une enquête qu'on a fait circuler parmi toutes les fédérations professionnelles. On a reçu une centaine de réponses, plus d'une centaine de réponses. Dans notre base de données, on a plus de 8000 entreprises manufacturières au Maroc. Donc je pense qu'avec 100 réponses, on va commencer déjà à comprendre quels sont les types de besoins, les types de goulots d'étranglement, et surtout de comprendre où est-ce qu'on en est. Ce sont des questions très précises, vous allez voir, je crois qu'il y a une quinzaine de questions dans l'enquête. C'est des questions très précises, on rentre dans le détail, donc faites-vous accompagner par votre DSI ou par vos enfants s'ils sont geeks, pour répondre au questionnaire et qu'on sache exactement où commencer. On va se baser là-dessus pour évaluer l'appétence de chaque secteur pour la transition digitale. Et en fonction de ça, on va designer l'offre de la Smart Factory pour les PME. D'abord, on va designer l'offre. Ensuite, on va décider du lieu d'implantation, qui est important, parce qu'il faut être près des clients. Donc si c'est, je dis une bêtise, si c'est le textile, ça sera plutôt un endroit. Si c'est plus l'agroalimentaire, ça sera encore un autre endroit, etc. Et la troisième chose importante à laquelle va nous servir cette enquête, c'est de déterminer quels sont les écosystèmes. Parce qu'une fois que vous avez dit, OK, je dis une bêtise, on va faire la Smart Factory, ça va être le focus sur les PME du textile. Très bien. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner un certain nombre de technologies qui vont être adaptées à ces PME. Mais les fournisseurs de ces technologies, s'ils ne sont pas présents au Maroc, ça ne sert à rien. Vos PME, elles ne vont pas aller chercher des capteurs ou là, des fournisseurs de services à l'étranger, attendre que l'expert vienne en avion, etc. Il faut qu'on fasse en sorte de ramener ces fournisseurs au Maroc. De préférence, de travailler avec des fournisseurs qui existent déjà. Je vous rappelle qu'il y a des gens comme Thales qui font déjà de l'imprimante 3D, il y a des gens comme Dassault Systèmes qui fait de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents au Maroc. Il faut qu'on comprenne comment clipper leur présence, leur offre de service avec les besoins des PME. C'est pour ça que cette enquête est hyper importante. Je vous remercie pour votre attention.